Bonjour à toutes et à tous. Il fait un peu chaud, c'est ça? Je vois des... je vais donc... vous m'avez rencontré hier pour les premières années, donc je dis bonjour à toutes et tous les autres étudiants et étudiantes des deuxième et troisième années. Ce matin, je vous présente un thème qui est le désir d'apprendre. Je vais partager avec vous, en fait, mon expérience professionnelle autour de ce désir d'apprendre qui est entière contenue dans un ouvrage que je fais paraître fin septembre et que vous trouverez donc pour consultation dans les bibliothèques de la maison à partir de cette date-là, à partir du 27 septembre. Son titre, c'est « Libérer le désir d'apprendre » pour la génération Z, voilà à quoi ressemble le livre. Génération Z, donc, qu'est-ce que c'est que cette génération Z? Pourquoi libérer le désir d'apprendre? Je vais donc éclairer ces éléments-là et dire aussi quels sont les freins et puis quels sont les leviers pour le désir d'apprendre de cette génération, et aussi pourquoi parle-t-on d'une génération particulière alors qu'en éducation et en enseignement, on n'a jamais tellement raisonné en termes de génération, en fait. On a dit les élèves, les cycles, les fondamentaux. On n'a pas vraiment mis l'accent sur une génération précise. Or là, tout à coup, on met l'accent et le projecteur, pour le coup, sur une génération qu'on appelle Z, qui fait suite à la génération Y, à la génération X, et avant X, il y avait les boomers. Alors les boomers sont toujours là, qui effectivement s'articulent avec l'action de chacun. En tout cas, dans un premier temps, pour moi, il y a cette histoire de génération Z dans ma pratique. Et c'est arrivé un certain mardi à 15h, en dehors de l'ICP, j'accompagne des collégiens et des lycéens à la recherche de leur motivation, soit une panne de motivation, soit une lassitude ou bien une orientation qu'ils ont du mal à trouver, ou alors ils se vivent comme nuls et du coup, à force de répéter « je suis nul », ben pourquoi un nul réussirait? Enfin, il y a effectivement toutes les questions qui se posent aux collégiens et aux lycéens d'aujourd'hui, qui sont effectivement spécifiques à une génération. Et ce jour-là, pour la première fois, je m'aperçois qu'il y a vraiment une nouvelle génération. Et comment je m'en aperçois? Parce que ce jour-là, je lui dis « Alors, est-ce que tu l'as mémorisé à propos d'une notion qu'on venait de voir ?» Et il me répond « Oui, madame, c'est bon, je l'ai en mémoire. » Pour la première fois, j'entendais un collégien qui me disait « Je l'ai en mémoire ». D'habitude, il me disait « Oui, oui, madame, ça va, c'est bon, je peux vous le réciter là, oui, ou à peu près, ou il me faut encore 5 minutes, etc. » Là, il dit « Je l'ai en mémoire ». Ça veut dire qu'il ne parle pas de sa mémoire à lui, de sa mémoire humaine. Il parle d'un fichier sur son ordi, il l'a en mémoire externe. Et ce jour-là, je me suis dit, à partir de maintenant, donc je vais, moi, repérer ce qui est spécifique à cette génération, ben, pour mieux l'accompagner, en fait. Hein. Et pour moi, ce sont donc les collégiens et les lycéens qui sont effectivement concernés là. Alors, cette génération Z, ça vient d'où? Pourquoi on l'appelle comme ça? Je vous l'ai déjà dit, là, après les lettres X, Y, on a Z. Mais qui a inventé ça? Eh bien, le marketing. C'est-à-dire plutôt les marketeurs anglo-saxons qui divisent la population en tranches par rapport à leur mode de consommation. Et effectivement, la génération Z a un nouveau mode de consommation. La caractéristique particulière de cette génération, c'est qu'elle est née avec le numérique. Et à partir de là, les modes de consommation, dans une société particulière, effectivement imprimée par l'individualisme, du coup, on arrive effectivement à la caractéristique d'une génération précise. On passe de la génération Y à la génération Z.
Donc, des cibles marketing, un peu comme on dit, la ménagère de moins de 50 ans va pouvoir regarder telle émission à la télé à midi parce qu'elle sera dans sa cuisine, en gros. Et ben, la génération Z, on va lui donner aussi ce qu'il lui faut, ce qu'elle désire, qu'est-ce qu'elle veut, des marques. Mais quelles marques? Les marques de ses amis. Ah, d'accord. Ah oui, on sait que la génération Z, c'est plutôt entre amis, entre pairs, PAIRS, et pas vraiment un coup de cœur dans un magasin. Il faut que ce soit validé par les proches, etc. Vous voyez, ils étudient tout cela. Donc, ce sont les sociologues qui ont repris effectivement la lettre Z. Ça ne résonne pas trop, là, dans le micro? J'ai l'impression, non. Et en éducation et dans l'enseignement, eh bien, aujourd'hui, effectivement, on s'en est emparé. Pourquoi? Parce que, comme moi, ce fameux jour, nous avons remarqué des changements de comportement par rapport à leurs aînés, par rapport à leurs frères et sœurs. Leurs frères et sœurs qui ont 27, 28 ans aujourd'hui, et eux qui ont, par exemple, 18 ans en terminale, ou 17 ou 14 en quatrième, eh bien, ils ont des attitudes différentes. On n'est plus dans la même génération déjà. Donc, effectivement, je me propose d'éclairer tout cela. Alors, Z, après Y, en fait, génération Y, c'était les écouteurs, puisque la génération Y, pour la première fois, avait les écouteurs et écoutait de la musique comme ça, donc ça formait un Y. Et puis, le Y de Why en anglais, qui signifie pourquoi, vous le savez, parce que c'est une génération qui a posé énormément de questions à ses parents, aux enseignants, énormément de questions à la génération précédente. Par exemple, pourquoi on fait ça comme ça dans une entreprise et pourquoi on ne pourrait pas faire autrement? Beaucoup de questions. Or, la génération Z, elle, qui arrive après, est appelée génération silencieuse. Vous le voyez à l'écran. Hein. Génération silencieuse ou encore nouvelle génération silencieuse. Pourquoi les sociologues disent cela? Parce qu'ils disent que cette génération ressemble aux vétérans. Les vétérans, c'est la génération avant les boomers. Vétérans sont nés entre 1925 et la Seconde Guerre mondiale, en fait. Et ce sont des personnes silencieuses. Leurs parents ont fait la guerre de 14, ils sont très choqués, ils reviennent abîmés, et ils se disent, nous, on va préparer nos enfants à la dure, parce que s'ils doivent vivre ce qu'on a vécu dans les tranchées, eh ben, l'éducation, il va falloir qu'ils soient prêts à vivre ça. Donc, c'est une éducation vraiment à la dure, pour le coup, et une éducation silencieuse, où on ne dit pas ce qu'on a vécu à la guerre 14, par exemple. On est trop choqués, donc les parents et les enfants ne s'expriment pas tellement entre eux. Donc, vétérans, génération silencieuse, et génération Z, génération silencieuse également, mais pas évidemment dans le même contexte. On dit que cette génération est silencieuse parce qu'elle parle très peu, elle pose très peu de questions à la génération d'avant, ses enseignants, ses parents. Elle pose surtout des questions à ses pairs, PAIRS, à ses copains, copines, ça va plutôt à l'horizontale. Et plutôt des questions sur les réseaux sociaux, et puis entre soi en fait. Alors pourquoi moi, quand je les interroge dans l'accompagnement, ils me disent « Oh, de toute façon, mes parents, madame, ils n'ont pas le temps. Hein. Et puis, de toute façon, ils ne comprennent rien au monde actuel. Vous savez, ils n'ont pas les codes. Donc, moi, les réponses, c'est mes copains, copines, c'est mon réseau, et c'est tout. On ne va pas demander aux adultes. » Et du coup, il y a une sorte de fracture qui s'est installée, fracture entre générations, et aussi à l'égard du savoir, justement, à l'égard du fait d'apprendre, puisque entre les générations, il y a un déficit de transmission dans notre société, et du coup, effectivement, c'est plutôt horizontalement que tout se passe, plutôt que verticalement d'une génération à l'autre. Alors, cette génération s'appelle aussi C. Certains sociologues l'appellent C pour créer, communiquer et coopérer, l'initiale de ces trois verbes, parce que c'est ce que la société demande à la génération Z et lui demandera dans les années à venir. Et elle est très, très préparée, cette génération, à la société qui vient.
puisque créer, communiquer, coopérer, par rapport aussi aux réseaux sociaux, ce sont des compétences qui sont reconnues, évidemment, à cette génération. J'ajouterais, moi, 2 autres C, copier-coller aussi. Hein. Il y a 2 autres C vraiment très tentants, là, puisque à 13 ans, à 14 ans, on peut être vraiment tenté par le copier-coller, même à 16. Et effectivement, c'est quand même pas facile de résister, quoi. Là, il y a quelque chose aussi qui peut freiner le désir d'apprendre. On les appelle aussi millennials, troisième époque. C'est l'époque des réseaux sociaux. C'est-à-dire la génération Y a connu évidemment le web, hein, ça c'est clair, sauf qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à ce point-là. Dès le début, effectivement, des années 2000, les réseaux sociaux se sont installés. Ils sont nés donc avec le numérique, l'intelligence artificielle que j'ai mis entre parenthèses IA, ça a été le début, ça continue à évoluer là. La nouveauté récente, c'est ChatGPT. Et évidemment, les générations, là, ça s'accélère parce que qu'est-ce qu'on fait de ChatGPT aussi quand on a un travail à faire et qu'il fait beau et tout d'un coup, on peut poser la question à ChatGPT et puis rendre ça. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors pour moi, c'est à nous, enseignants, éducateurs, de faire quelque chose de ça dans notre pédagogie. Il ne s'agit pas d'en faire un ennemi. On peut vraiment faire des choses merveilleuses en pédagogie avec ça, en l'intégrant au travail. Et non pas en disant, voilà, les élèves vont être tentés d'eux, etc. Ça va être la suspicion permanente. On va l'intégrer, évidemment, à notre pédagogie. C'est en tout cas mon point de vue. Hein. Tout le monde ne partage pas forcément ce point de vue-là. Suit la génération alpha. Puisqu'on en est à Z, on a fini l'alphabet français. Donc, les sociologues ont pris la première lettre de l'alphabet grec pour désigner les autres générations, car ils estiment que tout va tellement vite, particulièrement avec le numérique, qu'il va y avoir encore des changements extraordinaires, évidemment, dans les 20 ans qui viennent, dans les 30 ans qui viennent. Et ils posent même la question, hein, 2 sociologues posent la question, y aura-t-il encore des enfants en 2050 ? Des enfants avec le côté effectivement léger, insouciant, quoi, l'enfance. Et est-ce que l'école sera le lieu privilégié des apprentissages? Ils vont jusque-là. Donc, évidemment, tout va tellement vite qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On peut un peu anticiper, mais en tout cas, donc, cette génération est appelée alpha. Et la grande différence avec la génération Z, c'est qu'elle est née dans le numérique et non pas avec. Dans, ça veut dire que ça fait partie de sa vie complètement et qu'il n'y a aucune distinction entre la vie qu'on peut appeler réelle, ce que nous vivons ensemble ce matin, c'est la réalité de visu qu'on peut appeler réelle, et la vie à côté. Et dans le numérique, tout ce qui est effectivement de l'ordre de l'anticipation chez les sociologues, là, qu'est-ce qu'ils disent de cela? Que les petits bouts de chou qui naissent aujourd'hui ou qui ont 5-6 ans aujourd'hui, ils n'hésiteront pas à accepter les tatouages connectés. Alors que la génération Z, d'après eux, ne voudrait pas se faire tatouer quelque chose de connecté. Hein, par exemple, ouvrir sa porte de garage en faisant juste ça, sur le tatouage, eh bien, la génération Z, non, pas tellement. Alors que les tout jeunes seront tellement dedans qu'ils vont l'accepter. Et du coup, ChatGPT, il va être sur mon tatouage là. C'est-à-dire, c'est ça, hein, qui est effectivement prévu, ou en tout cas, dans l'anticipation, c'est ce qui est dit. Donc, importance, évidemment, de voir qu'il va y avoir encore beaucoup de changements. Et on peut même dire que dans le cadre de l'école, qu'est-ce qui va arriver à la classe elle-même, hein, c'est-à-dire la classe, est-ce qu'on ne va pas trouver d'autres lieux, d'autres dispositifs pour, évidemment, en termes pédagogiques, faire autre chose. Donc voilà la présentation, effectivement, des générations. Alors, sachons que chez les anglo-saxons, quand ils disent Z, ils incluent alpha, c'est-à-dire ils disent les jeunes. Voilà, les jeunes.
Le désir d'apprendre, pourquoi effectivement j'ai intitulé mon ouvrage « Libérer le désir d'apprendre ». Le désir d'apprendre, c'est le désir de grandir, tout simplement. Regardez les bébés, dès qu'ils peuvent regarder autour d'eux, tenter des expériences, eh bien ils expérimentent. Ils veulent tout de suite apprendre. Il n'y a pas à transmettre de désir d'apprendre. Chez l'être humain, c'est quelque chose qui va de soi dès la naissance. Le petit a envie d'explorer le monde autour de lui, le contexte qui est le sien. Et à partir de là, quand un élève dit à quoi ça sert d'apprendre, vous le voyez en vert sur l'écran, eh bien, évidemment, la réponse, c'est que cette question-là est vraiment très minimaliste. C'est-à-dire, si on veut que ça serve à quelque chose dans le quart d'heure, eh bien, on ne l'aura jamais, ça, puisque apprendre, qui vient du latin apprehendere, qui signifie saisir, prendre, saisir par l'esprit, c'est-à-dire maîtriser, intégrer des connaissances, les relier entre elles pour prendre sa place au monde et accéder à sa propre liberté. En fait, il y a un ouvrage qui est intitulé « Né pour apprendre » d'Hélène Trocmé-Fabre. Et effectivement, nous sommes tous nés pour apprendre. Quelqu'un qui n'apprendrait pas ne pourrait pas prendre sa place au monde et ne pourrait pas effectivement utiliser sa propre liberté ni la construire. Et à ce propos-là, une anecdote. Je me trouvais dans un établissement scolaire il y a quelques années et il y avait une conférence de Stéphane Hessel. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Stéphane Hessel? Non. Un ancien résistant qui a publié un livre autour de l'indignation. Non, ça vous dit rien. Bon, en tout cas, les références, vous les aurez. Et il y avait une conférence de Stéphane Hessel sur apprendre à quoi ça sert, justement. Les élèves avaient préparé avec leur professeur principal des questions, etc. Stéphane Hessel est intervenu 1 heure. Et il a dit quoi? Il a dit à quoi ça sert d'apprendre? Ben, je vais vous expliquer. Ancien résistant, durant la guerre 39-45, il disait, vous voyez, quand mes geôliers m'avaient malmené, là, quand je rentrais dans ma cellule, la première chose que je faisais, c'était de me réciter des poèmes. Actuellement, j'en sais 40, disait-il. Il avait 92 ans. Hein. Et il disait, tant que je pourrais me réciter des poèmes, je resterai une personne, je resterai un humain, et je ne serai pas un objet entre leurs mains. Et ça m'a donné une force immense. Et il disait aux élèves, vous voyez, par exemple, si vous n'apprenez pas quelque chose qui vous reste vraiment à l'intérieur de vous, eh bien, à un moment donné, vous êtes en fragilité. Si vous ne choisissez que la facilité, par exemple, vous êtes en fragilité. Et c'est intéressant parce que il y a la question, évidemment, de ce que j'ai vécu avec cet élève. Quand je lui ai dit, est-ce que tu l'as mémorisé? Dès qu'il a entendu mémoriser, c'était la mémoire externe. Et à partir de ce jour-là, moi, je n'ai plus utilisé le verbe mémoriser. J'ai utilisé le verbe retenir. Je lui ai dit, j'ai dit aux autres élèves, est-ce que vous l'avez retenu? Retenir en soi, ça c'est clair, c'est la mémoire humaine. Et donc Stéphane Hessel, un peu en écho à ça, disait combien c'est important d'avoir en soi des connaissances parce que ça fait partie de soi et ça transforme aussi. Hein, moi, je me souviens d'un cours, sans jouer les anciennes combattantes, hein, mais d'un cours de philo en terminale. Je suis entrée dans ce cours à 10 heures. J'en suis sortie à 10h55. C'était déjà des cours de 55 minutes. J'étais plus la même, quoi. J'avais appris quelque chose qui me bouleversait. Bouleversait quoi? Les a priori que j'avais, les idées que j'avais en entrant dans la classe, j'avais changé d'avis. Parce que tout d'un coup, on m'éclairait, on me disait tel auteur a pensé ça. Et tout d'un coup, ça me rejoignait moi. Donc là, il y a quelque chose effectivement d'important dans l'apprentissage. Donc Stéphane Hessel leur a dit ça, très bien. Il a fini sa conférence et il dit aux élèves, maintenant, à vos questions, je vous écoute. Grand silence, on n'entend pas une mouche voler. Et une élève lève le doigt et dit, monsieur, moi, j'ai pas de questions parce que vous y avez répondu. Et suit derrière un grand silence. Aucune question.
Parce que les élèves avaient compris que quand on dit à quoi ça sert dans le quart d'heure, bah, c'est pas la question, puisque apprendre, c'est bien plus fort que ça. Apprendre, c'est vraiment quelque chose de fondateur pour l'être humain. Et donc, quand le désir d'apprendre manque, quand la motivation manque, il s'agit de repérer ce qui freine ce désir d'apprendre, ce qui freine cette motivation. À partir de là, ce sont les professeurs principaux qui avaient préparé des questions avec les élèves, qui finalement ont posé des questions. Mais aucun élève n'avait à lui dire « Mais je ne comprends toujours pas, monsieur, à quoi ça sert ?» Ils auraient pu poser cette question-là. Souvent, on les a, ces questions-là. Eh bien non, là, ils les avaient scotchés en quelque sorte. Ce n'était pas l'objectif, mais en tout cas, c'était bien plus fort, sa réponse. Alors, du désir d'apprendre à la motivation scolaire, puisque, effectivement, il y a le désir d'apprendre et il y a la mise en pratique de ce désir-là, qu'on appelle motivation. Le mot motivation, dans le cadre de l'enseignement et de l'éducation, est très peu employé depuis 10 ans. On préfère mobilisation plutôt. Mobiliser les élèves plutôt que les motiver. Car si on dit motiver les élèves, ça signifie qu'on peut, à nous tout seuls, les motiver. Or, c'est faux. C'est chaque élève qui se motive. Nous, on peut leur apporter les conditions nécessaires pour qu'ils se motivent. Dans le respect d'eux-mêmes, dans l'écoute, dans la pédagogie qu'on va pouvoir proposer, évidemment. Mais du coup, effectivement, ce mot-là, il a un peu disparu de ce champ-là. Moi, je le maintiens pour ces deux phases-là. Le désir d'apprendre qui se prolonge vers la motivation. Pourquoi ? Parce que, ayant été professeur de latin, motivation, son origine, c'est quand même movere, latin, qui signifie se mettre en mouvement. Donc, se mettre en mouvement le désir d'apprendre. On peut toujours désirer apprendre, mais ne pas apprendre ces 3 pages d'histoire. Or, la motivation va s'intégrer là. J'ai envie d'apprendre, ok, mais est-ce que j'ai pas autre chose à faire de mieux? Est-ce que je procrastine ou pas? Ou alors, est-ce que ça se met en mouvement et du coup, je fais. Et donc, cette motivation, je voulais simplement en donner les caractéristiques par rapport à ma pratique. Elle ne se décrète pas. Le seul endroit où la motivation se décrète, ce sont les sectes, puisqu'il y a un gourou qui a toujours raison et qui a une emprise sur les gens qui deviennent ses objets. Et donc, chaque personne lui demande son avis avant de faire quelque chose. Il n'y a pas de liberté, quoi. Et évidemment, on ne parle pas de quelqu'un qui motive. Le gourou, lui, je ne sais pas si vous avez rencontré des gens qui ont toujours raison, mais moi, j'en ai jamais rencontré. Hein. Personne d'entre nous n'a toujours raison. On peut se tromper. Enfin, si on est humain, là, le gourou, on est vraiment dans la manipulation totale. Donc, motiver quelqu'un en étant gourou, c'est pas motiver, c'est prendre du pouvoir sur lui. À partir de là, elle se construit en interaction avec celle des autres. Le climat dont j'ai parlé aux premières années hier, hein, le climat d'une promo, bon là c'est collège-lycée pour moi, hein, mais le climat d'une classe, vous savez combien c'est important. Vous avez été collégien, vous avez été lycéen, vous voyez bien d'une classe à l'autre, vous n'aviez pas la même motivation. Je vois même moi en seconde, là, l'année dernière, des élèves qui, dans les groupes de langues, vous savez, une même classe qui se répartit en groupes pour les langues, eh bien, ils n'avaient pas la même motivation que dans leur classe à eux, dans tel groupe de langues. Ben parce qu'il n'y avait pas le même climat, il n'y avait pas les mêmes gens, etc. Donc, en interaction, évidemment, avec celle des autres, on n'apprend pas tout seul. Alors, on n'apprend pas tout seul, ça va assez loin, puisque le philosophe Paul Ricoeur, il y a une salle Paul Ricoeur ici, hein, dans la maison, le philosophe Paul Ricoeur disait même qu'un self-made man, quelqu'un qui se fait tout seul, il dit que c'est une imposture de dire ça. Personne ne se fait jamais tout seul. Il rencontre toujours quelqu'un, ou une œuvre, ou une image. En tout cas, il n'est pas dans sa bulle à se construire tout seul. Pour lui, c'est une imposture que de dire ça. Vous voyez, ça peut aller encore plus loin. La motivation est complexe, évidemment. Je ne dis pas qu'elle est compliquée, mais elle est complexe. Il y a souvent plusieurs facteurs de démotivation chez les collégiens, les lycéens que j'accompagne. Elle est liée à la personne, en rappelant que chacun d'entre nous est une personne avec son histoire de vie et nous sommes uniques au monde et en devenir tous.
Donc, à partir de là, évidemment, ça complexifie encore, mais la motivation d'Adam, c'est pas la motivation de Clotilde dans la même classe à tel moment. Ça dépend des facteurs, effectivement, qu'ils rencontrent, eux, dans leur vie. Si le matin même, ils se sont disputés avec leurs frères ou sœurs, si le professeur va être inspecté l'heure d'après, ça fait déjà des ingrédients hein, qui effectivement sont différents que s'il y a une ambiance un peu plus zen. C'est de l'ordre de l'intime aussi, la motivation. Et évidemment, l'intime, c'est quelque chose qu'on porte en soi, qui nous est propre et que les autres ne peuvent pas imaginer, puisqu'on ne va pas communiquer en permanence sur tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est nous qui savons. Et c'est intéressant à noter parce que Mark Zuckerberg, donc patron de Facebook devenu Meta, hein, vous savez, eh bien, lui, dans une interview récente, dit que pour les bébés qui naissent aujourd'hui, ils ne connaîtront pas l'intimité, dit-il. C'est-à-dire leur intimité sera partageable. Donc il y a quelquefois des interviews, vous voyez, qui font un peu peur. Dans cette maison, la personne est au centre. Sans doute, vous avez entendu le doyen tout à l'heure vous dire ça. La personne, l'humain, est au centre de nos préoccupations. Et du coup, l'intimité de chacun est au centre. Nous sommes dans un monde de l'extime et non pas de l'intime. L'extime, ça veut dire effectivement le fait de mettre tout sur la place publique. Le web, c'est la place publique. J'accompagnais une élève de 6e et je lui dis alors, qu'est-ce qui t'empêche de travailler puisque tes parents t'envoient là et moi, je suis censée t'aider à reprendre ta motivation. Qu'est-ce qui t'empêche de travailler? Oh ben madame, moi j'ai pas le temps, hein. 6e. Ah bon, t'as pas le temps? Qu'est-ce que tu fais? Ben j'ai 3 blogs. Alors elle a 3 blogs, donc elle passe toutes ses soirées effectivement à écrire 3 blogs. C'est ce qu'on appelait avant le journal intime en fait. Hein. C'est ce que moi, en tant qu'interne, je plaçais sous le matelas parce que aucune personne ne devait le trouver. C'était mon journal intime. Bon là, elle, ce sont les blogs. Or le web, c'est la place publique évidemment. Donc je lui dis, si par exemple je prenais tes blogs, moi je les imprime et je les affiche dans le couloir de ton collège, couloir des 6e. Qu'est-ce que tu vas penser? Oh non, madame, c'est personnel. Eh bien oui, c'est personnel, mais le truc, c'est que tes blogs, ils ne sont pas personnels. C'est-à-dire, tu es bien sur la place publique. C'est comme si tu affichais. Et donc, il y a aussi une éducation au web, une éducation au numérique à faire, là, qui est importante. Notre identité numérique, notre veille, qu'est-ce qui se dit de nous, de chacun d'entre nous sur le web, qu'est-ce qui circule, ça me paraît vraiment très, très important. Donc, à partir de là, l'intime. Il y a un contexte de société. La phrase que j'ai le plus entendue, moi, durant ces dernières années, et puis il y a eu la pandémie, hein, donc ça n'a pas été facile à vivre pour cette génération, évidemment, c'est « Madame, ils ne se rendent pas compte ». Ils ne se rendent pas compte. Ça voulait dire « Bon, madame, je ne suis pas motivée, mais franchement, ils ne se rendent pas compte. Hein. » Mais tu parles de qui? Ben, les profs, les parents. Ben, je dis oui, ben, moi aussi. Alors du coup, on ne se rend pas compte de quoi? Alors, qu'est-ce qu'ils disent, en fait? Ils ne se rendent pas compte de la pression scolaire. Ils ne se rendent pas compte de notre solitude. Voilà, ils me parlent de ça. Ils ne se rendent pas compte qu'on a trop de travail. Ils ne se rendent pas compte quand mes parents me disent bah, « toi, tu rentres à 16h et nous à 20h. Quand même, tu as 4 heures pour travailler et quand on arrive, ce n'est pas fait. » Alors, madame, ils ne se rendent pas compte. Moi, je suis tout seul pendant 4 heures. Vous croyez que j'ai envie d'apprendre ma leçon d'histoire? J'ai plutôt envie, évidemment, d'être sur les réseaux parce que j'ai mon smartphone à disposition, moi. Donc là, il y a effectivement, ils ne se rendent pas compte. Alors, contexte de société lequel il y a un déficit de la transmission commune dans notre société. Les repères, les valeurs sont fragmentés, démultipliés, les modèles diversifiés. Le bien commun pour une société entière a disparu, en fait. On n'a plus les mêmes lois communes, les mêmes règles. Tout est un peu négociable. C'est assez fatigant, d'ailleurs. Hein. Beaucoup d'élèves disent
Oh, madame, qu'est-ce que c'est fatigant, faut tout négocier avec les parents. Est-ce que l'année prochaine, je pourrais pas être en internat? Parce que là, je discuterai plus. Vous voyez, les adolescents eux-mêmes demandent ça. Donc, il y a évidemment une question qui se pose. Nous avons une société liquide. C'est le sociologue Zygmunt Bauman, allemand, qui parle de société liquide, c'est-à-dire on n'a plus rien à quoi s'accrocher, quoi. C'est fluide, ça coule, ça coule, ça coule, les jours passent, ça coule. Et où est-ce qu'on s'accroche? À quel repère? C'est quoi mes valeurs? On ne sait pas. Donc, évidemment, apprendre, ça va permettre de construire une personne, c'est-à-dire d'être solide par rapport à tout ça, évidemment. Sinon, on est entraînés tous dans le flux. Et du coup, les idées du moment, ben, on les adopte et on ne se pose même pas la question, mais qu'est-ce que je pense exactement, moi, finalement? Mes copains me disent ça, mais moi, je pense quoi? Société liquide, et puis il y a cette fameuse planète à réparer. Ils ne se rendent pas compte, madame, mais c'est notre génération qui va réparer la planète. Et je lui dis, ben non, toutes les générations sont concernées. Oh oui, madame, mais regardez, dans les médias, on nous fait croire que c'est quand même nous, hein. Et effectivement, tout ça est lourd quand même. C'est-à-dire, on n'a pas qu'à penser, dans la génération Z, à effectivement vivre à cet âge-là. On a à penser aussi à réparer la planète. Et là, il y a quand même une question. Cet été, je voyais une petite de 4 ans. Elle a passé vraiment quasiment une matinée à ramasser du plastique sur la plage, quoi, ou sur la digue à côté de la plage. À 4 ans, on n'a pas autre chose à faire ou quoi? Là, il y a quelque chose. Alors qu'elle ramasse, qu'elle soit éduquée à ça, alors là, bien sûr. Mais tout d'un coup, on fait peser, et elle en fait vraiment une obsession. Sa mère m'a dit, oh là là, écoutez, elle en fait une obsession. Mais il y a une façon aussi d'éduquer, là, bien sûr. À partir de là, une pression générale. Et la pression générale, elle se concrétise comment pour des collégiens ou des lycéens? Ben, par pronote, par exemple. Un collégien me disait, bon, madame, j'étais hyper content de ma note de maths. Et puis, j'arrive à la maison et ma mère me dit, oh là, t'as 5 en histoire. Et il me dit, mais moi, je ne savais pas ma note d'histoire. La prof nous a pas rendu les copies, mais elle a déjà écrit le 5 sur Pronote. Alors, comme ma mère regarde Pronote 10 fois par jour, et il me dit, voyez, madame, ça n'aide pas ma motivation. Parce que là, moi, ma bonne note en maths, j'ai vraiment bossé, hein. Je prends les mots de l'élève. J'ai vraiment bossé, je suis hyper fière. Donc déjà, j'arrive à la maison avec ma mère, du coup, bah, je vais dans ma chambre, je claque la porte, et puis surtout, j'ai mis un sens interdit sur ma porte, hein, parce qu'on n'entre pas sans frapper. À un moment donné, évidemment, il y a la question de la pression scolaire. Et c'est vrai que tous ces logiciels qui permettent aux parents de suivre les chiffres, les notes, ce qu'on appelle en pédagogie des notes sèches, parce qu'on n'a pas l'explication quelles compétences ont obtenu 3 points et qu'est-ce qui a manqué pour obtenir plutôt 11 ou 15, on ne sait pas. Donc là, il y a vraiment une pression. Et ils ont l'impression qu'on leur demande de n'être autonomes. Je prends à chaque fois entre guillemets ce que j'entends, hein, dans l'accompagnement. Et l'expression qu'ils détestent le plus, et ça c'était dans Le Parisien, hein, le quotidien Le Parisien, il y avait un sondage, qu'est-ce qu'ils détestent le plus comme expression venant de leurs parents? C'était « dépêche-toi ». Ils ont l'impression qu'on leur demande effectivement de se dépêcher, de se dépêcher, de se dépêcher, et de n'être autonome. Il faut effectivement être autonome sans avoir appris. 3 facteurs dans la société qui effectivement freinent le désir d'apprendre, mais vous le verrez au fur et à mesure. Pour moi, je suis très confiante en la génération Z qui saura effectivement, elle, transformer tout ça, puisqu'elle a envie de transformer. Vous allez voir que je suis très confiante, simplement pour l'instant, un contexte de société qui n'aide pas. De la verticalité transmissive à l'horizontalité négociatrice. Alors, ce schéma montre quoi? Que ce ne sont pas les enfants qui ont changé de place dans la société. On dit souvent l'enfant roi, l'enfant référent de ses parents, le petit Dieu. Et inutile de vous dire qu'un enfant roi n'est pas un enfant heureux, hein. Demandez à Louis XIV qui a pris le pouvoir à 4 ans et demi s'il était heureux. Là, il y a quelque chose, puisque les enfants n'ont pas les outils pour avoir le pouvoir, tout simplement.
Donc, l'enfant référent, la génération qui donne le là, ce sont eux qui ont raison parce qu'ils sont au courant du monde actuel. Et nous, on est has-been. Enfin, quand vous entendez des parents dire ça, qui ne se font pas assez confiance pour transmettre, là, il y a quelque chose, effectivement, à reconsidérer. Donc, ce schéma montre que ce ne sont pas les enfants qui ont changé de place. Ils sont au centre du schéma et ils n'y bougent pas, ils sont là. En revanche, au fur et à mesure des années, les parents, dans leur éducation, ont changé de place. C'est-à-dire le schéma classique de verticalité, c'est-à-dire les parents, les enseignants qui transmettent à la génération qui vient leur expérience, ce qu'ils connaissent, pour préparer la génération qui vient à changer de monde. Ça, c'est le schéma classique. Hein. Et vous voyez, par exemple, en 68, la génération de leurs enfants donc s'est rebellée contre cette éducation-là, donc transmission verticale. À partir de là, il y a eu un changement de l'attitude des adultes. Les parents, les enseignants, on peut aussi ajouter, sont venus plutôt à l'horizontale de leurs enfants et toutes les générations sont effectivement plutôt sur le même plan. Donc, verticalité transmissive, donc qui transmet, en sachant que là, on disait que la génération d'avant avait une longueur d'avance sur les enfants qui naissent, puisqu'ils ont déjà vécu, en quelque sorte, donc ils connaissent effectivement à minima la vie. Et à l'horizontale, tout le monde à l'horizontale et un déficit de transmission. Difficulté de transmettre pour effectivement la génération des adultes. Un colloque il y a quelques années pour l'APPEL, l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre, s'intitulait justement transmettre, parce que les parents disent eux-mêmes qu'ils n'osent plus tellement transmettre des valeurs qui leur semblent vraiment has-been en quelque sorte. Et nous pouvons rencontrer des situations même inverses, c'est-à-dire les enfants, vous les voyez donc là en rouge, qui deviennent parents de leurs parents, c'est-à-dire ce que j'appelle la verticalité inversée. Et particulièrement dans les familles monoparentales, j'accueille quelques adolescents qui sont devenus, avec leur mère qui les élève seuls, les petits hommes qui ont toujours raison. Et là, il y a quelquefois des situations vraiment très, très difficiles. Des injures, ils traitent leur mère de façon vraiment difficile. Et à partir de là, ils deviennent parents de leurs parents. Il y a dans la collection Max et Lily, ça vous dit quelque chose, Max et Lily, évidemment. Hein. Il y a un ouvrage intitulé « Max et Lily veulent éduquer leurs parents ». Vous voyez ? Signe des temps. Donc ça, c'était le premier facteur hein, de la verticalité transmissive, horizontalité négociatrice. Quand on est à l'horizontale, négociatrice, vous aviez compris, je pense, toujours en négociation, du coup, et en discussion, quelquefois interminable, qui va avoir le dernier mot, quoi. Donc, un peu fatigant. Deuxième point, dans notre société, ce que j'appelle nos limites sous mon index, c'est-à-dire, alors ça peut être aussi le pouce, hein, le philosophe Michel Serres parlait dans un ouvrage de petite poussette. Petite poussette, c'était l'adolescente qui, avec ses pouces, effectivement, utilisait son smartphone. L'index est utilisé aujourd'hui aussi, donc moi je prendrais le mot index. Il n'y a pas de limite, évidemment, là, et je mets entre parenthèses la i-limite. Où est la i-limite? Eh bien, nulle part, puisqu'il n'y a pas de limite. Donc, être éduqué à la non-limite, ça a aussi, évidemment, une conséquence, puisque dans le domaine des apprentissages à l'école, il y a des limites. Et sur le web, tout peut effectivement s'obtenir très, très rapidement. Mais vous voyez qu'un devoir que vous faites le 15 janvier en classe, il va vous être rendu 8 jours plus tard, voire 10 jours plus tard. C'est la moyenne nationale de remise des copies. Là, vous devrez attendre. Les collégiens, les lycéens devront attendre. Et ils sont impatients aujourd'hui, puisque habitués effectivement aux no limites. Alors, avec ce que ça suppose d'addiction, évidemment,
les dirigeants de la Silicon Valley savent faire hein, pour nous accrocher tous. On est tous concernés hein, par ça, évidemment. Et au passage, les dirigeants de la Silicon Valley, des GAMAM, qu'on appelait GAFAM avant, parce qu'il y avait le F de Facebook, mais maintenant, comme c'est Meta, on dit GAMAM, pour Google, etc. Et là, ces dirigeants-là mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas du tout de connexion. Et ils disent, bah, avant d'utiliser un smartphone, il faut d'abord que nos enfants se construisent et apprennent, soient solides pour affronter ce monde-là, en fait. Donc, vous voyez, ce qu'ils vendent, en fait, dans leur sphère familiale, ils font l'inverse. À partir de là, il y a des savoirs atomisés, des informations à flux continu, avec info et intox, les fake news. Comment faire la différence si on n'a pas les sites sources? Donc c'est bien à nous, enseignants, de vous donner des sites sources aussi, l'air de rien, dans les apprentissages. Regardez un poème de Victor Hugo. Vous pouvez en trouver des milliers sur le net. Simplement, il y a des sites où vous avez des fautes d'orthographe, des erreurs d'orthographe dans le poème, où il manque un vers, où il manque un mot, enfin. Alors qu'un site source, on est sûr d'avoir le poème avec tous les vers, etc. Et puis, il y a la question du marché de l'attention, évidemment. Bruno Patino, qui est président d'Arte, a publié un ouvrage, La civilisation du poisson rouge. Il dit que nous sommes dans la société du poisson rouge. Alors, ça veut dire quoi? Un poisson rouge n'a pas de mémoire. Sa mémoire est égale à 8 secondes. Le temps de faire le tour du bocal. C'est-à-dire, il ne se souvient plus après qu'il a fait un tour de bocal. Et donc, il estime que l'attention, chez nous tous, hein, mais particulièrement sur la génération Z, a diminué forcément, puisqu'on est tellement habitué à être capté par le smartphone. Et donc, pour lui, nous sommes dans la civilisation du poisson rouge. Alors, dans ma pratique, depuis quelques années, j'ai eu les premières demandes pour accompagner des collégiens pour qu'ils arrivent à se concentrer. Certains n'arrivaient pas à se concentrer plus de 5 minutes. Et du coup, je les entraîne, par exemple, alors 7 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. C'est carrément un entraînement comme un entraînement sportif, quoi. Et là, effectivement, il y a une question qui se pose. La pédagogue Maria Montessori, au début du XXe siècle, a mis l'accent sur l'attention. Elle dit que l'attention, ça permet effectivement de bien retenir, et elle a vraiment considéré aussi que être attentif, c'est arriver à travailler mieux avec les autres aussi. Il y avait effectivement une implication là-dessus. Ensuite, il y a tout là maintenant, le rapport au temps et à l'espace, la question évidemment du temps long, du temps court, les différents temps nous traversent. Et là, il y a 2 temps bien distincts, le temps des apprentissages qui demande de la durée et le temps du web qui demande de l'illico presto, de l'immédiat. Du coup, la génération Z doit jongler entre consommer sur effectivement le smartphone et apprendre. Il y a 2 vies différentes là, évidemment. L'essentiel, c'est qu'on dise aux collégiens, ben voilà, quand tu es sur ton smartphone, tu peux attendre ça dans la minute, et ça s'appelle de la consommation. Et de l'autre côté, il y a apprendre. Alors, apprendre avec le smartphone, en revanche, excellent, parce que le smartphone donne des outils. Simplement, en pédagogie, c'est à nous de les utiliser et de pouvoir prendre les ressources qu'apporte le numérique, évidemment. À partir de là, consommer, c'est donc le contraire d'apprendre, puisqu'on détruit en consommant, en quelque sorte, et en apprenant, on va évidemment acquérir des connaissances. Il y a le passé, le présent et le futur qui sont confondus dans notre société. Il y a ce qu'on appelle le présentisme. Alors là, c'est le sociologue François Hartog qui a posé ce concept. Il dit que nous vivons tous au présent, dans l'immédiat, et que le passé, on l'a aboli, et le futur, bah, on verra bien, en quelque sorte. On l'imagine assez dangereux, ce futur. Du coup, c'est comme si on se protégeait.
Cette génération est en première ligne, sans interface adulte entre elle et le monde. Et du coup, le modèle dominant dans notre société pour cette génération Z, c'est effectivement abolir le passé pour s'inventer soi-même. S'inventer soi-même avec la notion d'entrepreneuriat, par exemple, qui devient effectivement, qui est mise en avant hein, dans les médias pour la génération Z. En tout cas, s'inventer soi-même, pouvoir se construire. Là, il y a une question évidemment personnelle à partir d'un vécu et pouvoir conquérir sa liberté. Les situations récurrentes au collège et au lycée que je rencontre dans ma pratique, vous pourrez poser des questions après. Hein. Voilà les 4 situations que je rencontre le plus chez les collégiens et les lycéens. Les raisons de leur démotivation. Je m'ennuie en classe, ils me disent. Donc l'ennui, est-ce que c'est parce qu'ils ont tout compris et qu'on réexplique trop et que ça dure ? Ou alors, ils n'ont pas le vocabulaire de la matière, ils ne travaillent pas suffisamment, ils ont des lacunes et ils s'ennuient parce qu'ils ne comprennent pas 60% de ce qui est dit. Et là, assis sur sa chaise, évidemment, ils s'ennuient. Il y a plusieurs formes d'ennui. Deuxième point, ni réussir ni échouer. Des élèves qui demeurent à 9-10 de moyenne alors que leurs parents disent « tu as un fort potentiel », par exemple. Ils restent sur 9-10 en disant « ça passe, madame, moi, j'ai pas envie de réussir, mais j'échoue pas non plus, vous voyez, je suis entre les deux ». Donc, le fil de l'équilibriste. Il y a une autre réflexion quand ils me disent « c'est la faute au système ». Le système scolaire n'est pas adapté à moi. Et donc, effectivement, quand ils disent « c'est la faute au système », là, il s'agit de renvoyer à leur propre questionnement. Qu'est-ce qu'il y a dans ce système, en sachant que ce qui les concerne, eux, c'est ce qui se passe dans leur classe. Ce n'est pas le système au sens global. Donc, on ramène sur leur vécu. Qu'est-ce qu'il y a de difficile pour toi à vivre en classe, en dehors du mot système? Pourquoi tu dis ça? C'est quoi? Et là, il y a souvent une situation, soit de harcèlement, soit le prof m'aime pas, etc. Alors, comment tu sais qu'il ne t'aime pas? Il me met des sales notes. Enfin, là, on reprend effectivement le réel et ce qu'il peut faire, lui, pour changer le regard de son professeur sur lui. Et puis, trop d'efforts. Alors, cette génération Z n'a pas été éduquée à l'effort. Hein, c'est plutôt une éducation qui a été centrée sur le oui-oui et très peu sur le non. Or, il y a évidemment dans l'éducation de vrais oui et de vrais non, hein, et qui aident à se dire bah, « moi, j'ai le sens de l'effort quand il faut travailler ». Les besoins des enfants, des adolescents aujourd'hui, donc enfants, adolescents, collège, lycée. Premier besoin, se sécuriser pour se responsabiliser. Beaucoup d'entre eux sont insécures et donc particulièrement par rapport aux méthodes, je ne sais pas comment m'y prendre, ou alors insécure par rapport à l'avenir, l'éco-anxiété par exemple. Hein, il y a effectivement tout un contexte de difficultés scolaires aussi qui leur pose question par rapport à Parcoursup, par rapport au bac, enfin il peut y avoir 1000 situations. Être accompagné dans leur parcours singulier, plus que jamais ces adolescents ont besoin d'être accompagnés. Parcours singulier parce qu'ils n'ont pas le même parcours que leurs voisins de classe, et donc qu'on puisse repérer chez eux leurs points d'appui, leurs qualités, leurs ressources, leurs compétences et leurs besoins précis. Et quand sur une copie, un enseignant, vous avez dû le vivre, note les plus et les moins, eh ben vous avez toute l'information, là, le lycéen ou le collégien a toutes les informations pour savoir ce qu'il peut faire pour progresser. Mais si c'est une note sèche qui n'explique pas effectivement le barème, ni évidemment une appréciation, eh bien on n'a rien. Apprendre et vivre avec les autres. Cette génération, c'est la génération du co. Donc co-apprendre, co-réfléchir, co-construire, l'intelligence collective. Et évidemment, là, ça change tout. Apprendre et vivre avec les autres. L'expression « vivre ensemble », on l'entend depuis 10 ans. Ça prouve bien qu'on manque de vivre ensemble, sinon on ne l'entendrait pas tant. Et je pense que cette génération Z en a tellement besoin qu'elle va effectivement poser des jalons là-dessus. Hein. Et c'est là que je suis confiante.
être rejoint dans ce qu'ils vivent réellement aussi, c'est-à-dire faire attention aux attitudes écran ou aux phrases écran. Quelquefois, l'attitude d'un élève montre qu'il s'en moque, par exemple, pendant la classe. Or, il ne s'en moque pas du tout. Et là, il s'agit pour nous adultes d'être vraiment vigilants. Ceux qu'ils vivent réellement, les écouter là-dessus et pas écouter de façon démagogique. Écouter pour apporter une solution. Et puis le dernier point, le dernier besoin, s'alléger pour s'apaiser, parce que beaucoup de collégiens, beaucoup de lycéens sont encombrés en fait de 1000 problèmes. Quelquefois, ils prennent les problèmes de leurs parents sur eux-mêmes. Ils sont souvent le trait d'union entre papa et maman qui ne sont pas d'accord. Enfin, là, ils endossent des problèmes qui ne sont pas les leurs et ils peuvent avoir 1000 problèmes eux-mêmes. Du coup, prendre en charge aussi les difficultés d'un copain, d'une copine. Et c'est vrai qu'ils ont besoin de s'alléger. Il y a des ressources par rapport à toutes ces années, effectivement, de recherche au point de vue pédagogique, au point de vue de l'enseignement, de l'éducation. Nous savons aujourd'hui que le cerveau est plastique. Ça nous vient des neurosciences. Moi, ce que je retiens des neurosciences, c'est surtout ça. Notre cerveau est plastique. Nous ne le savions pas avant. Là, on a la preuve. Ça veut donc dire qu'il se renouvelle. Et regardez ce papy, là, l'année dernière, de 90 ans, qui a passé le bac en même temps que son petit-fils. Lui a eu une mention bien, son petit-fils, pas de mention. Alors, je ne compare pas les deux. Ils ont révisé ensemble. Hein, il n'y a pas de problème, le petit-fils a pu paniquer aussi, enfin on ne sait pas les raisons, c'est pas le problème. C'est juste un joke, n'empêche que à 90 ans, lui, son cerveau, hein, qui est plastique, il y a cru à son bac et il a investi avec son petit-fils ce bac-là. Les intelligences multiples, nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas qu'une seule intelligence. On a su pendant très longtemps, on a cru savoir pendant très longtemps, il y a des gens bêtes, il y a des gens intelligents, ben ça n'existe pas. Puisqu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Donc, ça veut dire que chacun, chacune a un potentiel, évidemment, à réaliser. Il y a le rôle des émotions dans les apprentissages. Nous savons aujourd'hui qu'il y a à prendre les émotions, effectivement, en compte. À l'école primaire, en maternelle, avec les émojis là, qui représentent l'émotion d'un enfant à tel moment, on commence à introduire évidemment le respect des émotions des enfants, surtout à l'école primaire. Les ressources numériques aussi, car j'en ai parlé en lien avec les addictions, mais c'est formidable, les ressources numériques pour les apprentissages. On a 1000 outils là pour avancer pédagogiquement. Il y a des choses qu'on peut faire grâce à ça qu'on ne pouvait pas faire avant, évidemment. Donc, vu de ce point-là, forcément, il y a quelque chose, franchement, à développer là. Il y a les interactions, ça aussi, ça nous vient des neurosciences. Plus on interagit avec les autres, plus on apprend. Et quand vous travaillez en équipe, ici, par exemple, vous êtes étudiant, hein, là, quand vous travaillez en équipe, vous allez beaucoup travailler en équipe, eh bien, c'est bien pour ça aussi. C'est-à-dire, il y a effectivement une valeur ajoutée quand vous travaillez ensemble. Et puis, la dynamique de l'orientation. On pourrait très bien dire, oh non, l'orientation, c'est pénible, Parcoursup, les dossiers, on ne sait pas ce qu'on veut faire, etc. Or, il y a une dynamique dans l'orientation. Si on s'en occupe dès la classe de seconde, on prend le temps de la réflexion et du vrai choix, ne serait-ce que le choix des enseignements de spécialité. Et du coup, si vraiment on prend ça de façon constructive, il y a une dynamique à instaurer pour se projeter dans l'avenir et avoir moins peur de cet avenir, s'y confronter. Puisque là, la génération Z a une chance énorme, c'est que s'ouvrent les modes de travail aujourd'hui. Non seulement par rapport au distanciel, c'est pas ça dont je parle. Il y a des modalités, par exemple, slasher. Vous voyez ce que c'est, slash, hein, slash. Le slasher, c'est celui qui a 3 activités, par exemple, dans le mois. C'est-à-dire, il va évidemment organiser son temps, non seulement sur un métier précis, mais sur d'autres. Par exemple, j'ai accompagné, il y a quelques années, une CPE, Emeline, CPE lundi, mardi,
elle partageait son temps avec un collègue, temps partiel de CPE, donc en 4e. Elle était fleuriste le jeudi et elle donnait des cours de yoga le mercredi et le vendredi. Voilà sa vie professionnelle, slasher. Et je lui dis, quel est le rapport entre ces 3 métiers? En dehors du fait que vous vous ennuyez jamais, ça c'est sûr. Elle m'a dit, bah, j'aime la beauté, moi. Donc la beauté, c'est la pépite chez l'adolescente 4e qu'elle va découvrir, là. Il y a les fleurs, la beauté, il y a le yoga, la beauté. Donc, c'est une grande chance, ça, puisque les générations d'avant n'avaient pas vraiment l'occasion de raisonner comme ça, ou très peu en tout cas. Et il y a aussi les activités successives. La génération Z va exercer dans sa vie 8 à 9 projets professionnels en tout. Donc, quand une élève de première arrive stressée et me dit « Madame, j'ai envie d'être avocate, mais vraiment, je ne veux pas faire ça toute ma vie, vous voyez, donc j'ai peur de commencer à faire du droit. » Et je lui dis « Mais tu ne feras pas ça toute ta vie, tu vas faire du droit, avocate. Peut-être qu'au fur et à mesure de tes études de droit, tu voudras faire autre chose aussi, hein. T'en sais rien, c'est avocate, aujourd'hui, tu es en première. Tu vas encore grandir, évoluer, etc. » Et à partir de là, il y aura plein de pistes qui vont s'ouvrir. Et d'ailleurs, ici, en sciences de l'éducation, c'est pareil, il y a plein de pistes qui vont s'ouvrir. Et donc, à partir de là, elle dit « Ah bon, on ne s'engage pas pour la vie ?» Ah ben non, non, pas forcément, tu auras ton parcours. Et du coup, elle était évidemment rassurée. Il y a, et je termine après pour vous écouter, il y a donc là à poser une place qui permette à chacun de dire « je » en lien avec les autres. Dire « je », c'est s'affirmer avec les autres, « je » et « nous ». Et là, il y a une sorte d'outil que j'appelle les 50%, c'est-à-dire il y a une place pour chacun. 50%, imaginons que ce soit l'élève là, sur la partie gauche, 50% pour lui, et 50% pour son enseignant, par exemple. 50% pour lui, 50% pour sa mère ou son père, dans l'échange entre eux. Si le père, la mère prennent 80% du territoire, il reste 20% à leur fils ou leur fille pour s'exprimer, pour avancer. De la même façon, si l'adolescent prend 80% du territoire et claque la porte, ben, il reste à ses parents pour s'exprimer, pas grand-chose, 20%. Donc là, il s'agit de retrouver une autorité qui émancipe, articulée à la bienveillance. Autorité et bienveillance vont ensemble. Je rappelle pour les premières années, hier je l'ai dit, donc je le rappelle pour les premières années, sinon pour les autres années, vous le savez, je pense déjà, mais là, l'autorité, l'origine latine, c'est augere, qui signifie qui augmente. Donc quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un avec qui vous sentez que ça vous augmente, ça vous apporte quelque chose. Qui est le contraire de l'autoritarisme, de la prise de pouvoir. Là, on est réduit à 30% de qui on est, on n'ose plus parler, enfin, on a l'impression, effectivement, de ne pas être respecté. Donc là, je parle bien de cette autorité-là. Des attentes lisibles pour la génération Z qui a besoin d'être sécurisée, le repérage de ses points d'appui, de ses besoins et la définition d'objectifs. On commence toujours par les plus, ces points d'appui, sur quoi tu t'appuies. Quand je parle à un élève, sur quoi tu t'appuies? D'abord, tes qualités, tes compétences, tes capacités, tes formes d'intelligence. Ce sont lesquelles? Oh, madame, j'en sais rien. Moi, vous savez, je ne suis pas très intelligent. Ah bon? Qui a dit ça? Allez, on les cherche. Et après seulement, les besoins, c'est-à-dire les difficultés qu'on va traverser grâce au point d'appui. Sur quoi on s'appuie? Personnalisation des apprentissages et construction du collectif. Donc, dans une classe de collège, de lycée, il s'agit effectivement qu'il y ait chaque élève respecté dans sa singularité et aussi le collectif qui est construit. J'ai pu, il y a plusieurs années, aller dans des classes dans le cadre d'un audit d'établissement. Le chef d'établissement me demandait d'aller observer des classes. Bon. Et à plusieurs reprises, je me suis dit, mais là, je suis dans une non-classe. C'est-à-dire, il n'y avait pas de classe. C'était 26 nombrils, 26 perdus. C'était plutôt 26 adolescents, mais pas 26 élèves. Philippe Mérieux, le pédagogue, dit le métier d'élève.
on arrive dans la classe, on est un adolescent et on doit endosser le métier d'élève. On doit apprendre à devenir élève. Et effectivement, c'était une non-classe. C'est-à-dire on voyait qu'il n'y avait pas de collectif construit. Alors, à partir de là, l'importance qu'il y ait un vrai collectif et que ça forme, pour le coup, de l'entraide, quelque chose, effectivement, de bien tissé, hein. Une relation éducative et pédagogique, humanisante et vivante. On a perdu dans notre société cette humanité, hein, c'est plutôt déshumaniser cette société. Et donc, on cherche à retrouver l'humain et à retrouver la vie vivante, ça veut dire qui évolue, les relations entre les personnes qui évoluent, évidemment. Je termine et j'écoute vos questions. Donc, en 3 mots, cette génération a besoin qu'on la sécurise, qu'on la valorise et qu'on la guide en prenant en compte ses points forts et aussi ses difficultés, en prenant en compte le fait qu'elle doit toujours respecter son interlocuteur, son interlocutrice, de la même façon que les adultes doivent respecter toujours, évidemment, un collégien, un lycéen. Quand ça va trop loin, les noms doivent tomber, quelque chose de clair, avec une limite pour le coup. Vers une coéducation confiante, on en parle beaucoup depuis déjà 15 ans de la coéducation. La coéducation, c'est parents, école, éduquer ensemble. L'éducation en famille n'est pas la même que celle à l'école, mais il est bien évident que quand on enseigne, on éduque aussi par notre attitude à tous, par nos gestes, le ton de notre voix, ce qu'on dit. On éduque, mais pas du tout comme des parents. Il y a une poursuite de l'éducation à l'école, mais qui s'articule avec l'enseignement en permanence en classe. Je vous remercie de votre attention. Pascal, oui. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Oui. Je me demande comment trouver cette motivation, trouver cette raison dans le cœur, justement. Comment la trouver? Oui. Est-ce que vous avez entendu ou est-ce que je dois reformuler? Donc, merci de cette question extrêmement fine et pertinente. Voilà la question. Vous reprenez la phrase de Blaise Pascal, ça vous dit quelque chose. Vous avez étudié Pascal, hein, les pensées au lycée. De Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et vous dites, par rapport à la motivation, comment parfois retrouver la raison, en fait, parce que le cœur s'emballe et à un moment donné, on n'est plus motivé. C'est ça? Alors, effectivement, c'est ce que j'ai appelé la complexité. Pour le coup, la motivation est complexe, elle est de l'ordre de l'intime. Donc, à partir de là, la part du cœur, donc des émotions, hein, de quelque chose qui, quelquefois, envahit et qui empêche de se motiver en classe. Imaginez un adolescent qui s'est fait ghoster la veille. Il est à son cours de maths. Je vais vous demander de l'attention au fond là. Il est à son cours de maths à 8 heures le lendemain matin. Son cœur, sa tête, tout est envahi par le fait qu'il s'est fait jeter, entre guillemets, hein, je prends des mots d'élèves que j'entends, sur un SMS. Donc lui, de 8 heures à 9 heures, s'il a un contrôle de maths, il va falloir vraiment qu'il puisse mobiliser son sens de l'effort, son courage, en disant je reprendrai mon problème à la récré, quoi. Et donc, là, en fonction de chacun,
effectivement, certains vont se dire, de toute façon, mon contrôle de maths, là, c'est le dernier du trimestre, et moi, je ne peux pas le rater, je l'ai vraiment travaillé, je mérite d'avoir vraiment une bonne note. Et là, ce qui s'est passé hier, je le reprends tout à l'heure, et il va avoir la force de faire ça. D'autres, tellement envahis, vont peut-être même se sentir mal au cours du contrôle et vont sortir de la classe. Enfin, et donc, on voit bien que c'est très personnel, on voit bien que c'est très intime, cette histoire-là. Et donc, là, la question est tout à fait pertinente, puisque c'est au cas par cas, du coup. Hein, qu'est-ce qui envahit tant que ça? Je prends un exemple. Plusieurs instituteurs, professeurs d'école se sont aperçus qu'en CM1, il y avait de plus en plus d'élèves qui... ça, c'était il y a 10 ans, hein, et depuis, j'en ai plus tellement entendu parler, mais c'était il y a 10 ans, donc c'était cette génération. De plus en plus d'élèves qui refusaient de faire des divisions. Alors qu'en CM1, on sait faire une division, techniquement. Et les instituteurs, tutrices, disaient, ils savent techniquement faire la division, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qui les empêche de faire la division? Et donc, certains ont creusé, et ça a été quoi la réponse? C'est qu'ils refusaient, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont mises sur l'histoire, et ça a été publié, etc., ils refusaient de faire une division quand ils étaient en situation de séparation de leurs parents. C'est-à-dire, peut-être dans leur inconscient ou psychologiquement, ils refusaient de diviser. Eux n'étaient pas donc complices de la division de leurs parents. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et donc, quand ils sont aperçus de ça, eh bien, il fallait mettre un accompagnement en place pour qu'ils retrouvent, évidemment, la capacité à faire une division. Et du coup, je vous donne l'exemple d'un accompagnement d'une collègue que je trouve vraiment super. Elle a dit à un élève qu'elle accompagnait, alors, il y a un gâteau et il y a 6 personnes, et il faut diviser le gâteau en 6 parts égales. Quelle opération faut-il faire? Ben, il faut multiplier, madame. Alors, évidemment, non, il ne faut pas multiplier. A priori, il faut diviser. Première étape, hein, ce n'était pas gagné, a priori, mais ne nous laissons pas avoir par les apparences. Hein. Il faut être vraiment perspicace. Et l'accompagnatrice a dit, alors, pour multiplier, quelle opération faut-il faire? Elle a dit, oui, pour multiplier. D'accord, je valide. Mais alors, quelle opération tu fais pour multiplier? Et l'élève a répondu, une division, madame. C'est-à-dire, il refusait de diviser. À partir du moment où l'accompagnatrice a dit oui, je suis d'accord avec toi, multiplier, d'accord, mais alors l'opération elle-même, le côté technique qui n'engage pas grand-chose, hein, pas la psychologie, une division, madame. Et cet élève-là, par exemple, a eu accès à la division en faisant la différence entre quand je fais une division, est-ce que je participe à la division de ma famille? Non. Quand je fais une division, je participe à mes progrès en classe. Hop, 2 champs. Et vous voyez, là, il y a le cœur et la raison. Hein. Voilà l'exemple que je donnerais. Et après, c'est du cas par cas. Je vous remercie beaucoup de cette question-là. Autre question? Pas tous en même temps. Oui. Non, mais moi, je trouvais que c'était intéressant ce que vous avez dit. Moi, j'ai pas forcément de questions, juste une réaction. Moi, c'est sûr que personnellement, en tant qu'enseignant, j'aurais pas forcément envie j'aurais même pas du tout envie d'utiliser les outils de ChatGPT, tout ce qui est intelligence artificielle. Et j'ai pas du tout envie d'adapter ma pédagogie à ça, en fait, parce que c'est pas ma vision des choses. Et donc, j'ai pas envie de m'adapter à ces évolutions de la société. D'accord. Surtout si c'est pour confronter les enfants aux problèmes d'extimité, je pense qu'ils vont énormément souffrir. Ils vont énormément souffrir. Oui. Sans parler de ce que vous avez dit, là, les tatouages digitaux, des trucs. Je trouve ça horrible. Est-ce que vous pouvez éloigner un peu le micro parce que ça résonne? Les tatouages connectés, vous avez dit. Oui, enfin, les tatouages connectés. Voilà, je trouve que c'est destructeur pour moi, pour les enfants, tout ce qui est intelligence artificielle. Et clairement, moi, je n'ai pas envie de suivre ces injonctions, même si on me les dit. Voilà. Oui. Et alors donc, en tant qu'enseignant,
Vous voyez faire quoi? Merci beaucoup de ce témoignage, hein, parce que là, vous dites « je ». Quand j'ai dit que chacun dise « je », c'est ça notre liberté. Vous feriez quoi de ChatGPT alors? Rien du tout. C'est-à-dire là, en fait, clairement, je boycotte ChatGPT. J'utiliserai jamais. Donc, si par exemple un élève moi-même. arrive avec une copie de ChatGPT, nous avons maintenant des éléments pour repérer. Je le sanctionne. Comment? Je sanctionne. C'est ça, vous le sanctionnez. Oui, bien Mais sûr. vous, dans votre pédagogie, vous ne parlez pas de l'intelligence artificielle. Pour moi, il n'y a aucun consensus pour moi. C'est ça. C'est-à-dire, pour vous, ça fait partie d'un autre monde que du monde de la pédagogie. Pour moi, c'est dangereux pour le développement de l'enfant, oui. Clairement. Donc, là, vous parlez des petits au primaire, un peu comme les dirigeants des GAMAM ne mettent pas leurs enfants dans des écoles connectées. Ou vous parlez aussi après collège-lycée? Moi, je parle plus... oui, même pour collège-lycée, bien sûr. Oui, c'est ça, jusqu'au lycée, d'accord. Bien sûr. D'accord. Donc, ça ferait partie d'un autre monde, quoi. Hein? Oui. On va peut-être garder les questions. On va attendre la deuxième partie. Peut-être on fera des questions à la fin. D'accord, moi je veux bien. On avait juste prévu un temps à la fin de chacune de nos interventions, mais bon, c'est pas... Ouais, s'il reste quelques questions, voilà, on peut aussi en garder pour après, sur les deux. Voilà. Si c'est mieux, on peut après. Il y a une question là-bas? Non? Si c'est mieux, on peut après. Oui, entendu. C'est juste pour la question du temps. Voilà. Oui. On prend une dernière question. Donc merci pour cette conférence. Et justement, je voulais vous demander quels usages pourrait-on faire de cette intelligence artificielle qui apparaît aujourd'hui? Oui. Alors, bon, je pense qu'on va garder des questions pour tout à l'heure. Donc, que peut-on faire, de cette intelligence artificielle? Bon, moi, ce que je propose, c'est qu'on l'intègre au sens où, comme ça existe, à un moment donné, ça va rejoindre de toute façon tout le monde et on ne peut pas vraiment passer à côté. Mais les intégrer, ça ne veut pas dire en faire quelque chose qui prend le pouvoir, surtout. Car effectivement, c'est dangereux. Et comme vous le dites, les intégrer, c'est pour mieux maîtriser, justement, en faire quelque chose pour effectivement ne pas laisser le pouvoir à cela. Hein. Alors, on pourra en reparler peut-être après, mais je suis d'accord pour que les questions arrivent un peu après aussi. Merci beaucoup, en tout cas, à vous trois pour ces questions très pertinentes. Vous voyez la chance que vous avez en L1 d'avoir comme responsable d'études Madame Pro qui connaît bien les questions d'orientation, de motivation, de pédagogie. Donc on va passer à la seconde partie qui sera peut-être un petit peu aussi plus concrète dans le sens vraiment des choses d'orientation sur la licence de sciences de l'éducation. Donc Noura, je vais mettre tes diapositives que tu m'as envoyées. Ça. Du coup, tu veux te mettre peut-être là pour... Alors, je sais que c'est la rentrée, que du coup, ça fait longtemps que vous n'avez pas été à l'intérieur. C'est peut-être un petit peu long, voilà, mais patience, la matinée. Après, vous allez pouvoir sortir et puis vous allez apprendre plein de choses. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je pense que certains d'entre vous me connaissent, puisque ça fait quelques années que j'enseigne à l'Institut catholique, surtout la matière en méthodologie de l'entretien. Aujourd'hui, oui. Oui. Ok. C'est mieux comme ça? Très bien. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons faire un peu le tour sur la question de l'orientation, c'est-à-dire sur l'orientation en sciences de l'éducation. Cette discipline, on va avoir un peu un aperçu général sur cette discipline. Sciences de l'éducation à l'Institut catholique, comment ça se passe? Accès et enseignement en général à cette discipline. Et qu'est-ce que les débouchés, le métier en sciences de l'éducation et après quelques liens utiles pour mieux vous orienter. D'abord,
on doit poser la question, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert la discipline sciences de l'éducation. Donc, comme vous le savez, c'est une discipline, c'est un champ multidisciplinaire où plusieurs disciplines se rencontrent. Il sert spécifiquement à étudier la question qui tourne autour de la relation enfant-adulte, la transmission de savoir et des connaissances, comment on peut transmettre et acquérir des compétences, des connaissances, la relation entre aussi maître-élève ou bien enseignant-étudiant. Même les adultes aussi, on peut étudier cette question. On aborde dans cette discipline aussi la formation professionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est après les cursus d'études, que ce soit scolaire ou universitaire. C'est les personnes qui s'engagent déjà dans une profession, dans une vie professionnelle, et après, ils ont envie de continuer, d'évoluer dans leur carrière. Ils peuvent faire la formation professionnelle, technique. On étudie aussi la formation continue. C'est pareil. Formation continue, c'est pour améliorer et développer des compétences durant leur vie professionnelle. On étudie aussi tout ce qui est enseignement supérieur et éducation tout au long de la vie. Éducation tout au long de la vie, ça englobe, c'est-à-dire la question de l'enseignement scolaire, universitaire et même durant la vie professionnelle. Donc, c'est pas dès la naissance, mais dès le plus jeune âge jusqu'à la fin de la vie. Donc, sciences de l'éducation, les sciences de l'éducation font appel à plusieurs disciplines. Diverses disciplines sont évoquées et étudiées durant cette discipline, c'est-à-dire histoire de l'éducation. Pourquoi on évoque cette discipline ou cette matière histoire de l'éducation? En fait, en quelque sorte, pour voir un peu l'évolution de l'éducation, les différentes méthodes, les connaissances dans les temps. La sociologie de l'éducation, bien sûr, la philosophie, didactique aussi avec les différentes méthodes, selon les différentes disciplines, la psychologie des apprentissages, où l'apprentissage fait un pilier de base dans l'éducation et dans la formation. Sans oublier aussi, dans ces disciplines, il y a beaucoup de stages, des multiples stages. De L1, on commence à faire des stages. Et ce stage-là, en fait, ça aide en quelque sorte à mieux connaître nos goûts, nos orientations, pour confirmer nos choix. Si ce n'est pas confirmé, c'est pour se réorienter vers un autre métier. Donc, quels publics sont visés par cette discipline? Sciences de l'éducation, comme j'ai déjà dit, ça s'intéresse à toutes les étapes de la vie, en abordant toutes sortes d'éducation. C'est-à-dire qu'on est petit, on fait l'éducation formelle. Formelle, c'est-à-dire c'est l'éducation institutionnalisée qui se passe dans le cadre d'un établissement scolaire ou un établissement de formation, si vous voulez. Ça, c'est une formation, c'est une éducation formelle. Informelle, c'est tout ce qu'il se passe en dehors de l'éducation formelle, c'est-à-dire même les activités quotidiennes, activités de tous les jours, on apprend tous les jours, et ça s'appelle éducation informelle. Par exemple, éducation informelle, je vais prendre un exemple de la vie quotidienne. Je fais un gâteau et je dois connaître, par exemple, les ingrédients. Je dois connaître les dosages. Je dois savoir comment je peux faire ce gâteau-là, quel temps de cuisson.
Tout ça, ce sont des apprentissages. Ça, c'est un apprentissage ou une éducation informelle. D'accord, ça, mais ça peut être aussi durant la vie professionnelle. On va prendre un exemple de quelqu'un qui monte, par exemple, deux meubles. La première fois, il va monter le meuble avec beaucoup de difficultés parce qu'il faut lire la notice, il faut regarder les différentes étapes, mais au fur et à mesure de faire ça, il peut apprendre à le faire plus vite et plus en habileté, si vous voulez. Donc, éducation formelle et informelle. Éducation formelle, c'est surtout à l'école primaire, au collège, lycée et à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire dans les universités et les instituts de l'enseignement supérieur. On peut aussi faire avec des formations postscolaires des adultes, comme dans le travail social ou la santé. Les domaines, il faut savoir que les sciences de l'éducation et de la formation s'occupent à l'enseignement supérieur. C'est une discipline à part, spécifique. Il s'oriente plutôt vers la recherche en éducation et en formation. Les étudiants qui sont intéressés par cette discipline, ils s'orientent surtout vers le métier de l'éducation et de la formation ou de l'enseignement. Ça s'ouvre le métier ou les issues qui s'ouvrent. Ce sont le métier à l'enseignement, la formation des adultes, métier de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire on peut se spécialiser et on devient un conseiller professionnel, le métier de travail social et l'accompagnement socio-éducatif. Cette discipline aussi permet de se réorienter, c'est-à-dire on peut faire ou bien un bilan des compétences, ou bien on peut, à partir de stages, on peut savoir si on aime ce métier-là, si on aime l'enseignement, ou bien il faut se réorienter vers un autre métier. Et vous allez voir qu'il y a plein d'autres métiers que l'enseignement à partir de cette discipline-là. Maintenant, sciences à l'éducation à l'Institut catholique. Comment ça se passe? C'est écrit sur le site de l'Institut catholique. La faculté d'éducation et de formation a pour vocation, première vocation, c'est de préparer les enseignants ou de former les enseignants, les éducateurs, le cadre éducatif et l'ensemble des personnes qui participent à une mission éducative, notamment en monde scolaire catholique, c'est-à-dire selon des valeurs et des valeurs catholiques. Donc, sciences de l'éducation à l'Institut catholique vise surtout les métiers de l'éducation et de la formation. Elle permet de s'engager dans l'éducation tout en connaissant les enjeux de la réalité éducative. On peut connaître ces réalités à partir de, comme j'ai déjà dit, à partir des stages, des travaux dirigés, et c'est proposé sur les 3 campus, Paris, Reims et Rouen, et s'opère sur une période de 3 ans, L1, L2 et L3. Il y a bien sûr d'autres parcours proposés avec ces enseignements riches et variés, en particulier les travaux dirigés et les stages qui permettent aux étudiants de confirmer leur choix et de rester dans le métier de l'enseignement ou de l'encadrement éducatif, ou bien de s'orienter vers d'autres métiers comme la formation, l'insertion ou d'autres. Il faut savoir qu'à partir de L2, de la licence 2, les étudiants peuvent se orienter vers une licence professionnelle. Licence professionnelle, particulièrement dans le monde de la formation ou bien de l'insertion. Les déroulés
et enseignement en L1, L2, L3. Donc, c'est un diplôme national. Ça se passe avec un cursus LMD, c'est-à-dire licence, master et doctorat, et avec la mention sciences de l'éducation. En L1, il y a ça se passe sur une durée de 6 semaines, 6 semaines, 6 semestres, pardon. J'ai marqué, oui, pardon, semestre, je me suis demandé c'est quoi. Oui, c'est trop court, c'est pour ça que j'ai hésité, j'ai dit semaine. Oui, merci. Et puis, en L1, il y a une réussite, un taux de réussite de à peu près 99%, on va dire, pour ne pas citer le petit chiffre. C'est-à-dire 99% passent en L2. Il y a un taux de réussite bien... Les enseignements proposés, comme c'est déjà annoncé au début de ces cours, donc il y a des enseignements en relation avec les sciences humaines et sociales qui sont dans les domaines de la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, histoire et la psychologie. Il y a aussi les didactiques en mathématiques, français et en histoire-géographie. D'autres enseignements interdisciplinaires, c'est-à-dire communs avec d'autres disciplines, comme la langue vivante et la communication. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la discipline de la méthodologie. Ce sont des enseignements de base à l'Institut catholique, c'est surtout pour faire de recherche et pour connaître les différents outils en numérique. Et il y a les modules de la construction d'un projet personnel ou professionnel. Puis il y a d'autres débats où c'est abordé durant ces 3 ans sur la question, par exemple, de prise en compte de l'handicap, la violence à l'école, où c'est un sujet très à la mode, la laïcité ou encore la question des pratiques éducatives et l'éducation informelle. Et plusieurs stages sont proposés durant ces trois périodes, L1, L2 et L3. À l'Institut catholique, il y a un plus pour les étudiants en sciences de l'éducation, c'est-à-dire les étudiants sont suivis par des responsables pédagogiques de chaque année. Si on a des difficultés, si on a des problèmes d'orientation, si on peut toujours revenir vers les responsables pédagogiques pour faciliter ou pour trouver des réponses à nos questions. Il y a aussi le suivi de l'assiduité. On encourage beaucoup les travaux en groupe, surtout en travaux dirigés. Il y a les travaux en petits groupes, c'est privilégié. Et ce qui aide aussi les étudiants à connaître leur niveau pour avancer ou pour voir dans quelle matière, les points forts, les points faibles. Il y a les évaluations régulières qui permettent d'effectuer aussi le lien entre le cours, c'est-à-dire la théorie, et le stage, les pratiques, les pratiques professionnelles. En plus de tout ça, il y a la bibliothèque, mais il y a le centre documentaire de la faculté d'éducation et de formation. C'est spécialement dédié aux étudiants de cette discipline en sciences de l'éducation. Là, on peut trouver un ensemble d'ouvrages et des revues scientifiques qui portent surtout sur l'éducation, sur la question éducative. Et ça aide beaucoup les étudiants à avoir, par exemple, des recherches qui ont été faites dans tel ou tel domaine, d'autres livres aussi qui peuvent vous aider à mieux avancer dans votre cursus. Au terme de cette formation, l'étudiant doit acquérir certaines compétences.
Ces compétences-là sont figurées et attestées dans les référentiels de la licence en sciences de l'éducation. Et ces compétences-là doivent être maîtrisées à la fin de ce cursus ou de ce parcours. Par exemple, les compétences en méthodologie, l'autonomie au travail, la capacité de recherche documentaire, l'esprit d'analyse et de synthèse. Il y a des compétences d'expression écrite et orale de la langue française. Pas seulement de la langue française, mais une langue vivante, une langue étrangère, par exemple l'anglais, l'espagnol ou d'autres. Il y a les compétences en technologie, en numérique, dans les domaines, par exemple, des technologies de l'information. Il faut que ça soit maîtrisé aussi. Et enfin, l'étudiant doit être capable de construire son projet professionnel, personnel et professionnel, et de présenter les compétences acquises durant son expérience ou ses expériences, ses stages. Il doit aussi maîtriser les compétences de travailler en équipe, sensibiliser aux questions liées à la citoyenneté, à l'handicap, au développement durable, ainsi qu'à la dimension culturelle et mondiale des problématiques et des enjeux économiques et sociaux. Donc, toutes ces compétences-là doivent être maîtrisées à la fin de ce parcours, en L3. Donc, une fois, j'ai déjà dit qu'à partir des L2, on peut s'orienter vers une licence professionnelle. Mais après le L3, bien sûr, il faut s'orienter ou bien continuer dans un master. À l'Institut catholique, on peut proposer trois types de masters. Il y a le master MEF, c'est-à-dire master métier de l'enseignement et de l'éducation et de la formation, pour devenir professeur d'école. Là, on prépare les étudiants à passer le concours des instituteurs, des professeurs. Et cette formation vise à aider l'étudiant à acquérir des compétences professionnelles, disciplinaires, didactiques et scientifiques. C'est-à-dire, l'étudiant, c'est un stagiaire, professeur stagiaire. Deuxième master, c'est le master de l'enseignement et de l'éducation et de la formation. C'est qui s'oriente surtout vers l'encadrement scolaire, parcours des cadres d'éducation. Elle propose l'un de 3 métiers pour devenir ou cadre d'éducation en milieu scolaire ou extrascolaire. Les responsables de l'inclusion dans les champs éducatifs, social ou culturels, c'est-à-dire d'autres établissements que les établissements scolaires, ou bien chef d'un projet culturel. Les débouchés sont nombreuses. On peut devenir, avec cette formation-là, ce master-là, on peut devenir directeur ou responsable des structures socio-éducatives, directeur des services collectifs territoriaux, conseiller principal en éducation, chef d'établissement, collège, lycée, coordinateur, personne ressources. Vous voyez, il y a plusieurs métiers qui s'offrent à partir de ce master-là. On peut aussi travailler dans le domaine de la bibliothèque pour devenir bibliothécaire ou dans les secteurs aussi de l'édition scolaire. Les masters, il y a comme j'ai déjà dit, il y a 3 masters. Il y a le 3e master, c'est Master Action éducative internationale et interculturelle, c'est-à-dire préparer les étudiants surtout au management d'un projet dans une institution scolaire ou hors scolaire, surtout auprès des populations en difficulté, c'est-à-dire faire des projets
et manager l'équipe dans une institution qui s'occupe par exemple de l'handicap, qui s'occupe de l'inclusion, surtout que ce soit en France ou à l'étranger. Au terme de cette formation, l'étudiant aura des compétences de management d'équipe multidisciplinaires et multiculturelles. Il peut intervenir dans différents domaines et avoir des compétences en méthodologie, surtout s'il envisage de faire des études doctorales. Là, il faut avoir vraiment développé des compétences dans les domaines de la recherche, comment construire une thèse ou un projet. À noter que durant ce master, ces 3 masters, il y a un accompagnement personnalisé lors de la recherche, surtout lors de la recherche de stage. Aussi, les enseignants aident les étudiants à trouver des stages, à s'orienter, à savoir qu'est-ce qu'il faut observer durant le stage, comment il faut faire, quelles compétences il faut développer. Même à la construction de leur mémoire aussi, ils ont un accompagnement personnalisé. Là, c'était à l'Institut catholique et là, c'est en général. La licence, ça se passe en 3, comme j'ai déjà dit, en 3 périodes. En L1, comme les étudiants qui sont là, on suit la procédure des Parcoursup. En L2 et L3, d'autres étudiants peuvent rejoindre les sciences de l'éducation. Bien sûr, c'est sur un entretien, sur un dossier et un entretien. Ça débouche cette licence en L2, comme j'ai déjà dit, dans sur le métier de l'intervention sociale, dans l'ingénierie de la formation des adultes ou la coordination des structures éducatives, sociales et éducatives. Avec une licence L3 validée, on peut ou bien continuer dans le métier de l'enseignement avec le Master MEF où on peut préparer le concours, ou bien devenir un conseiller principal d'éducation. Il existe aussi d'autres domaines de l'éducation et de la formation comme l'ingénierie pédagogique. On peut devenir un conseiller pédagogique ou bien faire de la recherche plus tard pour préparer un doctorat et ça se passe en 3 ans normalement, après les M2, les Master 2. Voilà, donc sciences de l'éducation, ça veut dire surtout, ou ça s'oriente surtout, ça s'adresse sur le métier, s'appuie sur le métier de l'enseignement, de l'éducation, en préparant les concours ou réussir ces concours pour devenir des professeurs, sachant qu'en 2023, 185 169 candidats se sont inscrits pour les concours de devenir professeur, dont 72 580 ils sont inscrits sur le concours pour devenir professeur d'école. Des parcours de spécialisation sont proposés en L3, comme par exemple, on peut choisir selon nos projets, selon le projet professionnel de chacun. Ou bien c'est pour devenir évaluateur des dispositifs éducatifs, ou bien de travailler dans l'ingénierie de la formation, dans tout ce qui concerne les interventions sociales, le métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et voilà quelques liens où vous pouvez vous pouvez déjà regarder et approfondir vos informations. Les débouchés professionnels. Sciences de l'éducation, ça peut aboutir, bien sûr, sur le métier connu, professeur d'école, professeur des écoles, moniteur éducateur. On peut aussi être
agent d'insertion, animateur socioculturel, conseiller principal d'éducation, formateur, accompagnant éducatif et éducateur spécialisé. Tous ces métiers-là, on peut s'orienter vers tous ces métiers-là selon le choix et les projets professionnels et personnels de chacun. Il y a aussi, par exemple, consultant en formation. Il y a plein d'autres métiers où je n'ai pas cité ici, mais on peut toujours se connecter sur le lien ONICEP et on peut trouver les différents métiers. Donc, poursuite d'études vers le métier de l'ingénierie de la formation, l'évaluation des... Je répète parce que c'est important, parce que nous, on a dans la tête l'idée que faire sciences de l'éducation, c'est surtout pour devenir enseignant ou pour devenir professeur. Mais c'est pour ça, moi, j'insiste sur l'idée qu'on peut faire plein d'autres métiers, l'ingénierie de la formation, l'évaluation des dispositifs éducatifs, les métiers de l'enseignement dès la formation, c'est-à-dire devenir formateur d'adultes, intervention sociale et la promotion de la santé. Même dans le domaine de la santé, on peut travailler avec un diplôme en sciences de l'éducation. Bien sûr, on fait des matières, on a des matières, mais on doit compléter notre formation. C'est-à-dire on peut faire validation des acquis de nos stages, de nos expériences professionnelles, des matières qui ont déjà étudié, et puis on continue les autres matières qui manquent pour avoir les diplômes, que ce soit pour l'ingénierie de la formation, l'évaluation des dispositifs, le métier de social, conseil en développement des compétences, c'est-à-dire un consultant, ou la gestion de ressources humaines, c'est de travailler comme RH responsable dans le service de ressources humaines. Bien sûr, c'est surtout dans des institutions éducatives. Donc voilà le schéma qui résume un peu le parcours des études supérieures, c'est-à-dire après le bac. On a surtout nous, on est ici, on a le L1, L2 et L3. Ça peut être en sciences de l'éducation ou de n'importe quelle d'autre discipline. Et en parallèle, on a en L2, on peut passer les diplômes universitaires des technologies ou la licence professionnelle. Puis après le L3, on doit passer les M1, M2 pour devenir enseignant ou s'orienter vers un autre métier. Il y a les diplômes d'État dans le domaine de la santé, médecine, pharmacie, sage-femme, tout ce que vous... ainsi de suite. Et puis après, on peut faire, après les M2, on peut faire des études doctorales pendant 3 ans pour avoir un doctorat et se spécialiser surtout dans le domaine de la recherche, devenir un enseignant à l'université, enseignant-chercheur. Puis il y a cette partie-là qui, surtout pour la technologie, le professionnel, les écoles des commerces et d'autres, il y a des passerelles entre les filières aussi. Donc, les formations, c'est surtout, au début, c'est pour devenir enseignant ou professeur des écoles, des collèges, lycées, ou enseignant-chercheur. Il faut choisir le parcours de la licence. En L2, on peut encore, ou L3, on peut encore dessiner ou s'orienter vers un autre métier si on ne souhaite pas de faire enseignant. On peut avoir licence langue, histoire, géographie, philosophie, biologie, et après validation de L3, les masters qui sont proposés autres que l'enseignant, on peut faire master en sciences de l'éducation comme formateur d'adultes,
Les compétences visent surtout les qualifications professionnelles dans les domaines de la formation des adultes. Il y a master mathématiques et applications, parcours préparation à l'agrégation, c'est pour enseigner dans les secondaires ou à l'université. Et voici quelques métiers à part l'enseignement. Par exemple, éducateur des jeunes enfants. C'est un travailleur social. Il est spécialisé dans la jeune enfance, c'est-à-dire des enfants de moins de 7 ans. Il doit proposer des activités d'éveil, d'apprentissage et qui aident l'enfant à développer des compétences, à s'épanouir, à avoir de l'autonomie. Cette formation se passe dans des établissements spécialisés, mais comme par la licence des sciences de l'éducation, on peut faire toujours des validations des acquis de nos enseignements ou de nos stages, de nos expériences, et tout ça, ça compte pour... et on fait juste, en fait, on continue dans ces établissements spécialisés juste pour les matières qui manquent. On ne doit pas refaire toute la formation. Donc, à partir de la licence en sciences de l'éducation, on peut s'orienter pour devenir un éducateur ou éducatrice de jeunes enfants. L'admission s'est faite sur dossier et entretien. Les candidats doivent... si on n'a pas encore commencé le parcours des sciences de l'éducation, on peut s'inscrire sur Parcoursup ou bien faire une validation de la licence si on a déjà commencé notre licence en sciences de l'éducation. Les candidats doivent compléter sa formation. Donc, éducateur de jeunes enfants, il peut travailler dans plusieurs établissements de garde, comme les crèches, les garderies, les centres de loisirs, dans des structures d'accueil de la petite enfance, ludothèque foyer de l'enfance, services des protections, les PMI, protection maternelle et infantile, ou bien dans les relais d'assistantes maternelles. Le salaire, ça varie entre 2 000 et 3 000 euros bruts en fin de carrière. C'est-à-dire au début de carrière, ça peut être 2 000 euros, puis après, ça évolue. Un autre métier, c'est le professeur d'école qui s'occupe surtout des enfants qui enseignent dans des écoles maternelles et élémentaires auprès des enfants de 2 à 11 ans, c'est-à-dire de la maternelle au CM2. Il peut travailler dans des établissements publics, c'est-à-dire il passe le concours pour devenir fonctionnaire, agent de l'éducation, ou bien il peut travailler dans des établissements privés, dans des établissements scolaires privés. Et dans ces cas-là, il faut savoir qu'il y a un concours. Il y a le concours pour les agents de l'enseignement, des professeurs dans l'enseignement public, et un autre concours qui est destiné aux professeurs ou bien aux candidats qui désirent enseigner dans une école privée, dans des établissements scolaires privés. Il y a peu de différence entre les deux concours et dans les conditions de ces deux types, puisqu'on suit les mêmes formations, on a presque le même salaire. On peut être, par contre, dans les privés, on peut avoir les cursus d'un non titulaire, c'est-à-dire contractuel. On n'est pas titularisé toujours. Le salaire varie entre 1 800 et 2 100 au début de carrière, et puis il peut atteindre 3 000 à 4 000 euros en fin de carrière. Mais il y a beaucoup d'autres avantages aussi, et on travaille surtout pour motiver
à aller vers ce métier-là, puisqu'il manque, en ce moment, il manque beaucoup d'enseignants et les candidats s'orientent vers d'autres secteurs de métiers. Formateurs ou formatrices d'adultes, ils peuvent travailler dans des organismes de formation parapublics comme l'AFPA, le GRETA, le CNAM, Chambre de commerce et métiers. Après, ils peuvent travailler aussi dans des établissements ou des organismes de formation privés comme Ségos et Demos. Il peut être salarié dans une entreprise privée. Il peut créer son entreprise, être indépendant et exercer en tant que consultant dans une entreprise. Et il gagne en moyenne au début entre 1 600 et 2 100 euros par mois au début de carrière. Et puis, il peut arriver à entre 5 000 et 6 000 euros. Ça, s'il travaille à son compte, il est indépendant, il doit trouver les clients et il doit bosser bien. Mais vous voyez, avec une licence en sciences de l'éducation, on peut avoir quand même d'autres métiers que l'enseignement. On peut gagner bien sa vie. Avec 6 000 euros, c'est pas mal par mois. On peut devenir consultant, formateur ou formatrice aussi. C'est-à-dire, c'est une personne, elle est spécialisée dans de la formation. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire étude de besoin. On identifie le besoin de la personne, les savoir-faire des entreprises privées ou publiques, dans les administrations, les associations. Il y a beaucoup des institutions qui font appel à un consultant ou à un formateur adulte pour faire progresser leurs salariés. En fait, les consultants, son travail, c'est d'aller étudier le besoin, voir qu'est-ce qui ne va pas et proposer des modules de formation. C'est-à-dire faire une évaluation de la situation actuelle et proposer des solutions. Il peut travailler dans un cabinet de conseil en ingénierie de formation, en freelance comme un travailleur, en indépendant. Son salaire, au début, ça peut être dans une entreprise ou un cabinet, ça peut être varié. En moyenne, c'est 1 800 à 2 100 au début de carrière. Et enfin, il peut atteindre 5 000 à 6 000 euros, comme les formateurs. Animateur ou animatrice des jeunes enfants. Là, vous savez, il faut avoir ou bien le BAFA ou avoir une licence en sciences de l'éducation. Surtout, il faut avoir un diplôme dans les domaines éducatifs. Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses activités? Il anime des activités récréatives, artistiques, sportives auprès du public d'enfants et de jeunes. Il travaille dans un cadre périscolaire, c'est-à-dire après l'école. Ça peut être le jour des vacances ou bien même le mercredi aussi. Il peut accéder avec un certificat d'aptitude CAP, certificat d'aptitude professionnelle, un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur BAFA, un certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire, ou avec un diplôme universitaire en technologie, carrière sociale. Son salaire varie entre 2 100 et 3 000 euros. Conseiller principal d'éducation, c'est préparé avec le Master MEF, comme on a déjà vu, et il exerce son métier sous l'autorité du chef de l'établissement, dans un collège ou lycée, d'enseignement général, ça peut être en technologie ou professionnel. Son salaire au début, c'est 1 828 euros. En fin de carrière, ça peut atteindre en gros les 4 000 euros. Et il peut avoir d'autres indemnités qui s'ajoutent sur son salaire. Voilà quelques liens utiles pour vous si vous voulez voir un peu plus
plus approfondi et vous voulez trouver des réponses à vos questions. Que ça soit en général, à l'Institut catholique ou bien par rapport au métier. Il faut savoir qu'il y a d'autres métiers que je n'ai pas cités, mais vous pouvez aller voir ici, ou bien si vous avez une idée, vous pouvez poser des questions et j'essaie de vous répondre au mieux. Voilà. C'est à vous de jouer. Merci. Alors, est-ce que vous avez des petites questions sur ces métiers, cette orientation? Allez-y. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, dans le diapo, vous avez marqué vous avez dit que pour faire professeur des écoles, il fallait passer un concours dans le public et dans le privé. Et je voulais savoir, est-ce que par exemple, si on est dans le public et qu'on veut passer dans le privé, il faut repasser le concours du privé pour accéder au privé? Non, il faut en fait savoir si vous voulez travailler dans le public ou dans le privé. Vous avez le droit de passer un concours sur deux. Vous ne pouvez pas passer les deux en même temps. C'est à vous de voir. Oui, mais par exemple, imaginons qu'on a décidé de passer dans le public et au bout d'un certain moment de notre carrière, on va faire du privé. Est-ce que c'est possible? Oui, vous pouvez travailler dans le privé sans problème. Mais du coup, est-ce qu'il faudra repasser le concours du coup? Non? Non, je pense pas, non. Okay, non, parce que mais en fait, vous êtes titulaire dans les... Si vous réussissez votre concours, vous êtes titulaire dans le public. Après, c'est à vous de voir si vous voulez aller dans le privé, mais ça se dit, je peux pas vous répondre exactement, mais je pense que si vous allez dans le privé, vous allez être contractuel. J'ai pas la réponse non plus. Je pense que ça se négocie effectivement avec des contrats. Vous ne serez pas titulaire, mais on peut donner des cours à côté. On peut changer un petit peu. En fait, le concours professeur des écoles, vous arrivez. Moi, j'ai découvert ça aussi, je savais pas. En fait, c'est la même feuille, c'est le même concours et vous cochez. C'est le même jour. C'est pour ça que vous pouvez pas faire les deux en même temps. Et vous cochez juste public ou privé. Ce qui change, c'est que c'est pas le même taux en fonction des académies de places disponibles. Donc il y a des académies où des fois c'est plus intéressant de faire public ou privé. Il y a aussi des questions, vous savez, dans le public, vous pouvez vous retrouver des fois un petit peu plus loin, des fois dans le privé aussi, mais des fois, voilà, dans le privé, on passe un contrat avec un chef d'établissement qui vous dit si vous avez votre concours, il y a de fortes chances que vous soyez ici, donc des fois ça rassure un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui peut être sur une conférence ou l'autre, l'ensemble. Est-ce que ça vous éclaire un petit peu aussi sur l'objectif qu'on vous disait hier, là, de voir un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec une licence en sciences de l'éducation, que si jamais vous découvrez avec les stages que professeur des écoles, peut-être que c'est pas exactement ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voyez qu'il y a d'autres choses et que vous pouvez du coup rester motivé pour faire votre licence jusqu'au bout? Surtout, vous pouvez faire toujours validation des acquis, que ça soit en enseignement ou bien en pratique, en stage. C'est-à-dire vous ne perdez rien, même si vous restez en licence en sciences de l'éducation, vous pouvez vous orienter après vers d'autres métiers en faisant un équivalent ou bien une validation de vos acquis, que ça se passe beaucoup en ce moment, surtout avec la formation professionnelle aussi.